Bonjour à toutes et à tous. L'obésité est une pathologie complexe et multifactorielle qui touche aujourd'hui une part croissante de la population mondiale, avec des conséquences graves sur la santé comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Elle représente un véritable défi pour les systèmes de santé. L'arrivée de nouvelles molécules pharmacologiques telles que le sémaglutide et le tirzépatide change la donne et confronte les médecins à de nombreuses interrogations. Ces traitements seuls ou en combinaison promettent des résultats spectaculaires avec une perte de poids moyenne de 15 à 20% du poids initial. Mais ces avancées posent aussi des questions cruciales. L'obésité, facteur de risque ou maladie chronique à part entière? Quelle place pour ces traitements dans un parcours de soins élargi, en complément ou en alternative à la chirurgie bariatrique? Quels impacts sur les pratiques médicales de formation des professionnels de santé? Et enfin, les enjeux économiques. Comment financer ces solutions innovantes et garantir un accès équitable? Pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir une figure incontournable de la question, le professeur Karine Clément, une figure éminente dans le domaine de la nutrition et des maladies métaboliques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et sa Sorbonne Université. Depuis 2006, vous dirigez le groupe de recherche Nutriomix à l'INSERM et à Sorbonne Université. Vous êtes la spécialiste de renommée internationale de la question car vos recherches ont marqué un tournant dans la compréhension de l'obésité. À mes côtés, comme vous en avez l'habitude, le professeur Bergman, notre professeur de médecine interne. Bonjour. Bonjour. Sur un tel sujet, vous allez, je suppose, vous en donner à cœur joie avec des questions essentielles, même si elles sont parfois impertinentes. Une émission essentielle pour comprendre comment la médecine de demain pourrait transformer la vie de millions de patients. Mais auparavant, on écoute l'éditorial de notre rédacteur en chef, Thierry Borsat. Elle dégrade le bien-être physique, mais aussi souvent l'estime de soi, et parce que le regard des autres est le plus impitoyable des miroirs, elle est même considérée comme une des dernières formes de discrimination. Mais l'obésité, un mal qui touche plus de 16% de la population en France, est avant tout un problème de santé publique. Le surpoids, c'est en effet une véritable maladie, même si elle a longtemps eu du mal à être considérée comme telle, qui s'accompagne de redoutables comorbidités, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les problèmes articulaires et évidemment les souffrances psychologiques. Il lui manquait jusqu'ici une véritable prise en charge. Il y a bien les régimes alimentaires qui font maigrir, en général moyennement efficaces et parfois désespérants. L'effet yo-yo qui les accompagne entraîne en effet fréquemment une reprise de poids dès qu'ils s'arrêtent. Et puis en dernier recours, il y a la chirurgie bariatrique, une intervention qui a démontré son efficacité, mais qui reste souvent limitée aux cas les plus extrêmes. Heureusement, aujourd'hui, tout peut changer. De nouvelles molécules promettent des résultats spectaculaires et cette fois, sans les effets secondaires qui ont diabolisé les prescriptions de certains coupes-fins. Mais si ces armes fatales contre l'obésité existent, elles ne règlent pas tout. D'abord, tous les médecins ne sont pas encore forcément à l'aise avec leurs prescriptions. Surtout, ces médicaments coûtent cher. Une double peine pour ceux qui souffrent d'obésité, dont beaucoup appartiennent d'ailleurs aux catégories sociales les moins favorisées. Et même si certains ne sont pas encore remboursés par l'assurance maladie, ils sont aussi une charge supplémentaire pour une sécurité sociale toujours en recherche désespérée de son équilibre. Alors, notre système de santé va-t-il se saisir, quoi qu'il en coûte, de cette révolution médicale et la rendre facilement et équitablement accessible? Il ne s'agit pas de soulager les victimes d'embonpoint, il s'agit de traiter ce qui pourrait devenir le mal du siècle. Merci Thierry, ça résume très bien la situation. Juste une question, je voudrais vous la poser pour commencer. On a combien de temps de recul avec ces nouveaux traitements? Parce que tous les médecins qui m'en parlent sans arrêt disent oui, mais peut-être qu'on va s'apercevoir dans 10 ans. Alors, dans l'indication diabète, depuis 2007 au moins. Donc, oui. On a plus de 15 ans. Et dans l'obésité Alors, dans l'obésité, l'indication obésité, c'est beaucoup plus récent. Donc, en fait, on est en phase de molécules avec des doses plus élevées dans l'indication obésité, pour lequel on a un recul d'environ, si on prend l'exemple en France de l'accès précoce, oui. Il y a quand même 9000 personnes en France qui ont pu recevoir du sémaglutide chez des gens qui ont des obésités sévères. Là, aujourd'hui, c'est récent, on a 2 ans de recul. Ouais, mais je ne parlais pas spécialement de la France. Ça fait combien de temps que c'est prescrit aux États-Unis, par exemple? Ça doit faire encore plus de temps, non? Non, pas, dans l'indication obésité, pas tant que ça, 4-5 ans. Alors, l'obésité a longtemps été perçue comme un facteur de risque. Pourquoi c'est important aujourd'hui, et vous insistez là-dessus, de considérer ça comme une maladie chronique à part entière? L'obésité est une maladie chronique. On le sait depuis longtemps, c'est pas récent. Il faut se rappeler de la définition. Obésité, augmentation de la masse grasse ayant des conséquences pour la santé.
Donc on entend parler de masse grasse. Donc en fait, c'est une pathologie d'organes et des dialogues entre les organes. C'est la faute des médecins si on n'en parlait pas comme une maladie chronique? C'est la faute d'une méconnaissance, en fait, d'une pathologie. Finalement, quand on regarde à l'échelle de l'histoire de la médecine, c'est relativement récent. Si on compare par rapport aux maladies neurologiques. Et on a souvent vu, problèmes liés à l'alimentation, à la dépense énergétique. En fait, il y a vraiment une science de l'obésité, il y a une médecine de l'obésité. Il faut se rappeler, l'OMS 1997, l'obésité est une maladie. Alors je crois que le Lancet prépare un rapport, ce qui est attendu en janvier, ce qui fait que vous savez sûrement ce qu'il y a dans ce rapport, mais vous ne pouvez pas nous le dire à cause de l'embargo. Quelle grande ligne ou évolution ça pourrait apporter dans notre compréhension de l'obésité? En fait, ça rejoint votre question précédente. Oui. C'est-à-dire qu'on a défini, parce qu'il fallait avoir une mesure simple, l'obésité avec l'index de masse corporelle. Donc, un index de masse corporelle supérieur à 30 définit l'obésité. Et donc, il faut se rappeler que IMC supérieur à 30, pourquoi ? Parce que c'est le moment, dans cette fameuse courbe en J, où le risque augmente. D'où la problématique, cette balance, est-ce un facteur de risque, une pathologie? Et donc, l'objectif de la commission du Lancet, qui a réuni plus de 60 collègues dans le monde, a été de repenser la question au-delà de l'index de masse corporelle, pour justement essayer de définir qu'est-ce que l'obésité maladie. Donc vous allez nous donner les résultats dans quelques Voilà, temps. Donc l'embargo... Mais une piste, par exemple, qu'est-ce qui pourrait, en plus de l'IMC... L'obésité est une pathologie... Qu'est-ce qu'une maladie? C'est une maladie qui a un retentissement fonctionnel. On le sait, ça. Oui, mais pour l'obésité, c'est pas si clair. C'est pas si clair. Par exemple, on va savoir sur le diabète... Donc il y a des propositions qui vont être faites qui va amener à des discussions. Elle nous en dira pas plus. On attend donc le 11 janvier. 14 janvier. Il y a des situations comme l'hypertension ou l'hypercholestérolémie où le malade ne ressent rien, mais c'est un facteur de risque. Le malade obèse, il ressent plein de choses. Oui, on en reparlera. Mais alors, si on reprend une espèce d'histoire, autrefois on disait les gros c'est parce qu'ils ont trop mangé, point final. Oui, et après, ce que j'ai entendu toute ma vie. Il y a eu la mode écolo en disant c'est la malbouffe. Alors est-ce que c'est trop manger ou est-ce que c'est mal manger ou est-ce que c'est un mélange des deux? Les deux, mon général. Ah oui, trop manger, mal manger, à quel moment manger? Ça dépend des personnes. Chaque personne va avoir... L'obésité d'une personne, c'est pas celle d'une autre. L'histoire d'une personne, pour sa pathologie, c'est pas celle d'une autre. C'est ce qui rend la pathologie complexe. Mais quand vous dites l'heure, par exemple, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des heures qui sont pas favorables, le fait de manger plusieurs fois. De façon individuelle, oui. On a perdu l'enjeu des rythmes de repas, de la convivialité. Il y a la quantité, il y a la qualité, il y a le moment où on mange. Et puis, c'est pas que l'alimentation. C'est ça qui est assez particulier avec l'obésité, c'est qu'on est en face d'un problème lié à nos changements sociétaux. L'accès à l'alimentation, les circuits d'alimentation, le plaisir de manger, ça fait partie de tout ça. Les patients qu'on voit en consultation, ils sont perdus par rapport à tout ça. Ça voudrait dire que deux personnes qui mangent la même chose à la même heure pourraient avoir une obésité et l'autre pas, ce qui veut dire, est-ce qu'il y a un facteur génétique derrière ça, par exemple? Alors là, c'est le grand succès des travaux chez des jumeaux dans les années New England Journal of Medicine 1990. Claude Bouchard, alors on a souvent une bonne idée dans sa vie, lui il a une très bonne idée, c'était de prendre des jumeaux, des vrais jumeaux, 12 paires de vrais jumeaux, en donnant une suralimentation pendant 3 mois. Quand on regardait les personnes, la prise de poids sur 3 mois, elle est de 3 à 14 kilos. Tout était extrêmement bien contrôlé. Et en fait, la prise de poids au sein d'une même paire de jumeaux était très similaire. Et en fait, ça a été le bouleversement dans le domaine qui montre qu'en fonction de sa susceptibilité personnelle, individuelle, probablement génétique, on va répondre différemment à cet environnement, cette pression en fait de l'environnement. Et donc, intéressant, parce que début des années 90, c'est l'ère du séquençage du génome humain. Et donc, sur la génétique, un des grands succès du séquençage du génome humain, ça a été, d'une part, de mettre le doigt sur des formes génétiques, là aussi, complexité, formes génétiques, changement d'un seul gène entraîne, dès la naissance, le développement d'une obésité sévère et précoce. Et puis, dans les formes les plus communes, plus de 1000 variants géniques qui interagissent avec nos changements environnementaux.
Mais ça ne condamne pas à ne pas être traité, le fait d'avoir une susceptibilité génétique. Au contraire. Au contraire. Alors là aussi, un progrès de la médecine depuis 25 ans. 1998, découverte de la leptine, identification de patients souffrant de formes génétiques de l'obésité. Maintenant, on a des parcours de soins et des traitements ciblés dans ces pathologies qui vont agir en fait sur le système nerveux central. Dans le même ordre d'idée, c'est un peu délirant, mais il y a quelques années, on avait dit que si on faisait une transplantation fécale à des sujets obèses de selles, une transplantation fécale de sujets maigres, ils pourraient se mettre à maigrir. C'est vrai, ça ? Microbiote. Alors, c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça marche bien. Alors, c'est tout l'air du microbiote qui est un organe à part entière. D'ailleurs, si vous vous sentez un peu seul, vous n'êtes pas seul. On a plein de bactéries sur la peau, dans la bouche, dans l'intestin. Et donc, effectivement, le microbiote est modifié en fait, dans l'obésité. Et ce qui a été montré, c'est que quand on transfère du microbiote de personnes en situation d'obésité dans des modèles animaux, oui, les animaux vont avoir tendance à prendre du poids. En revanche, dans l'autre sens, c'est plus complexe. Les effets ne sont pas fantastiques. Donc, c'est vraiment un sujet de recherche. Et en fait, c'est un modèle de recherche aujourd'hui, la transplantation fécale. Alors, il y a quelque chose aussi que ceux qui nous écoutent doivent se dire. Ils nous parlent de manger mieux, manger moins. Et personne n'a encore parlé de l'exercice physique. Or, pourtant, c'est le triptyque, quoi. C'est plus que ça. Alimentation, effectivement, on l'a évoqué, activité physique. Alors c'est intéressant l'activité physique, parce qu'effectivement c'est un des éléments, c'est non seulement le manque d'activité, mais aussi la sédentarité. Ouais. Il y a des études connues depuis longtemps, hein, le temps passé assis, le nombre de voitures par foyer associé au poids. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lire par exemple, passer du temps à lire, n'est pas associé à l'obésité. Donc on voit là la complexité, des comportements au sens général. Ça ne se résume pas, encore une fois, à manger trop, pas bouger assez. Il y a beaucoup de facteurs confondants. Les gens qui lisent sont aussi probablement, par rapport à ceux qui regardent la télévision, dans un contexte social qu'ils sont peut-être plus attentifs à ce qu'ils mangent, comment ils mangent, quelle heure ils mangent, et s'ils font du sport. Oui, alors si je comprends bien, le médecin qui suit une obésité doit chercher des troubles du comportement alimentaire. Dans l'enquête, c'est ça. Il y a plein de troubles du comportement alimentaire. Comment on mène l'enquête ? Alors là aussi, médecine de l'obésité veut dire effectivement rechercher les troubles du comportement alimentaire. Et là, quand on commence à s'intéresser à la question, on voit c'est très vaste. Vous allez avoir des personnes qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire. D'autres qui vont avoir des petits grignotages, des comportements, d'autres de l'impulsivité alimentaire, jusqu'à la pathologie. On va parler de binge eating binge eating disorder, aussi des personnes qui se lèvent la nuit, night eating syndrome. Donc il y a vraiment un foisonnement en fait de situations. Il faut les connaître. Et puis, quand il n'y a pas des espèces de guidelines dans le DSM-4, vous allez avoir, ou le DSM-5, vous allez avoir des informations sur... Je parle au médecin généraliste qui nous écoute. Mais ça fait partie... On y reviendra, je pense, des enjeux de la formation. Effectivement, quand on s'intéresse à l'obésité, et qui dit comportement alimentaire, dit aussi signaux. Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je sens la satiété, le rassasiement ? Donc il y a vraiment, ça fait partie de la médecine de l'obésité. Est-ce que le fait de considérer l'obésité comme une maladie va changer les jugements de valeur pour les gens qui sont très gros, qui supportent ces jugements depuis toujours ? Oui, en fait, vous faites appel, vous parlez de la stigmatisation, là. Ouais. Et donc, effectivement, c'est courant. Donc, chez les patients en consultation, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la stigmatisation est un des éléments d'aggravation, en fait, de l'obésité. Il y a eu des études chez des jeunes qui ont montré que des enfants stigmatisés vont avoir des formes plus graves d'obésité à l'âge adulte. Donc, cette reconnaissance de la pathologie, elle est amenée, effectivement, il faut reconnaître cette pathologie pour arriver à une déculpabilisation également des patients, mais aussi des soignants, des gens qui prennent en charge, en fait. Alors, à la fin de cette première partie, quel message principal vous aimeriez transmettre aux professionnels de santé sur l'importance, justement, de considérer l'obésité sous un angle global ? Quand on voit un patient, il est unique, il a son comportement, mais aussi son environnement.
On n'a pas abordé d'autres facteurs qui sont beaucoup étudiés en sciences, comme le stress psychosocial, comme aujourd'hui aussi les polluants. Et ça, il est dans un environnement donné. Il y a des données sur la pollution et le développement de la masse grasse et du tissu adipeux. Donc en fait, le message, c'est apprenez la pathophysiologie de l'obésité. Il y a eu des progrès fantastiques depuis 20 ans. Il faut comprendre en fait les mécanismes de prise de poids et avoir une idée de l'historique et du contexte général de la personne. On verra tout à l'heure dans la formation comment vous donner un coup de main. Alors on va aborder maintenant le sémaglutide et le tirzépatide. Leurs noms s'étalent dans tous les magazines depuis des mois. Je prends sur moi de vous leur donner leur nom commercial, même si on n'a techniquement pas le droit. Le sémaglutide, c'est l'Ozempic, et le tirzépatide, le Mounjaro. Voilà, c'est dit. Alors je disais espoir en raison de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur efficacité? Qu'ils soient sérieux, des données sérieuses, hein, pas... Oui, bien sûr. On voit des effets, je pense, dans les essais qu'il y a eu pendant des années dans le domaine de l'obésité, des effets qu'on n'avait jamais vus avant, je crois qu'on peut le dire. Vous l'avez signalé dans l'introduction, donc 10-15% de perte de poids à 1 an. Avec le tirzépatide, on passe à un niveau supérieur, plus de 22% de perte de poids à 3-4 ans. Donc ce sont des médicaments, d'ailleurs issus de la science. Il faut quand même se rappeler que issus de la découverte d'hormones qui sont fabriquées par l'intestin. Et donc avec des effets, oui, très importants. Donc, et on sait que dans une maladie chronique, on a besoin d'approches pharmacologiques. Est-ce qu'il y a des réfractaires totaux, des gens qui vous pouvez prescrire et qui ne bougent pas? Alors ça, c'est une question très intéressante. En fait, quand on regarde la prise en charge de l'obésité, qu'on ait une approche, disons du mode de vie, même si j'aime pas trop ce terme, la chirurgie de l'obésité et maintenant les traitements, en fait, il y a une variation dans la réponse à la perte de poids. Vous allez avoir des gens qui ne vont pas perdre beaucoup, d'autres vraiment beaucoup, même de la prise de poids, on voit, ou bien une perte de poids transitoire et une reprise. Simplement, ce qui a changé, c'est le curseur. C'est sur quelque part la médiane ou la moyenne en fait de la perte de poids. Ça c'est intéressant parce que effectivement, qui sont les bons répondeurs et les moins bons répondeurs? Ben oui, c'est quand on a comme l'action. C'est ce qui justifie la poursuite de cette réflexion sur pourquoi, comment, le choix thérapeutique large. Mais quand on a une spécialité où il y a comme ça une révolution thérapeutique, puisqu'on a quand même une, est-ce que ça ne met pas un petit peu en menace l'ensemble de la spécialité? Enfin, je me souviens des gastro-entérologues qui, avant qu'on découvre Helicobacter pylori, avaient toutes des théories fumeuses sur le psychomorphotype de l'ulcéreux, le stress et tout, puis hop, on a Helicobacter pylori, on l'enlève et puis on n'a plus d'ulcère. Est-ce que demain, ça sera ces médicaments pour tout le monde, ils sont plus obèses et puis c'est terminé? Ça veut dire plus besoin de penser à faire de la chirurgie bariatrique, même peut-être plus besoin de les obliger à faire des régimes. Allez hop, vous prenez votre petite piqûre toutes les semaines, peut-être demain, tous les mois, et puis roulez jeunesse. Eh bien, je pense tout à fait l'inverse. Au contraire, on a appris énormément avec la chirurgie de l'obésité. Pour avoir un succès, tout le monde ne réussit pas, en fait, dans la chirurgie de l'obésité quand on regarde les parcours des patients. On a appris ça. Il faut préparer les patients. On a parlé des troubles de comportement alimentaire. On n'opère pas un patient qui a des troubles du comportement alimentaire s'il n'y a pas eu une prise en charge avant. Il y a eu des recommandations dans la prise en charge des obésités sévères par la chirurgie bariatrique. Et donc, au contraire, je renverserai même l'argument, c'est que maintenant qu'on a des médicaments efficaces, préparons correctement les patients, réfléchir à la pensée magique. Quand on fait 150 kilos et qu'on va perdre 22% de son poids, on va rester en situation d'obésité même si on va mieux. Quand on prépare les patients à la chirurgie bariatrique, c'est ce dialogue-là qui fait partie. Donc vous imaginez des séquences thérapeutiques où on commencerait par une perte de poids pharmacologique pour les opérer dans des meilleures conditions chez ceux chez qui le bilan nutritionnel aurait montré que c'était ça qu'il fallait faire. Si j'ai bien entendu ce que vient de nous dire Karine Clément, avant de prescrire ces médicaments, il faut déjà avoir bien préparé le terrain. C'est pas après avoir prescrit qu'il faut... Oui. Le médecin garde les clés en main.
Il faut se rappeler une chose très importante, c'est que dans tous les essais, enfin quasiment tous, la prise en charge dans les essais pharmacologiques avec l'utilisation de ces traitements est associée à des modifications de l'alimentation, des conseils sur l'activité physique. On n'a pas l'aspirine ou le Doliprane du mal de tête. Il y a une médecine, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment important, on a une médecine de l'obésité. Donc tout ce contexte, ça prend du temps de voir un patient en situation Alors, je vais vous dénoncer un conflit d'intérêts parce que vous avez remarqué que je suis quand même très passionné. J'ai perdu 35 kilos avec l'Ozempic. Donc, ce que vous me dites correspond exactement à ce que j'ai ressenti. Il y a une chose qu'on m'avait mal expliquée, c'est comment ça marche. Parce que le double effet de vidange de l'intestin et puis d'action sur les centres de satiété, ça peut inquiéter. Pas sur la vidange gastrique, mais sur les centres de satiété. Vous pouvez nous décrire comment marchent ces médicaments ? Alors, des hormones fabriquées par l'intestin, vous l'avez mentionné, ralentissement de la vidange gastrique. L'indication au départ, l'Ozempic, je voulais juste refaire une petite précision. Donc la molécule, c'est sémaglutide. L'Ozempic, il y a une indication dans le diabète. Oui, c'est la raison pourquoi j'ai pris ça. Et puis ensuite, on a maintenant une autre indication pour les patients en situation d'obésité. Donc c'est un autre nom pharmacologique, avec une dose plus élevée. Ensuite, sur les effets sur le comportement alimentaire, c'est là un des grands progrès. Ça a été effectivement l'effet sur la satiété, mais aussi sur d'autres zones du cerveau, par exemple comme la récompense. Ça n'a rien à voir comme action avec les effets qu'on a pu avoir, pour la faire brève, avec les dérivés des amphétamines qui agissaient sur le système adrénergique ou noradrénergique. Ou le Rimonabant. Ou les endocannabinoïdes, ouais. C'est un autre exemple. Oui. Alors, Rimonabant, un complia qui avait été développé pour ça et qui a été retiré du marché le jour où il a été mis sur le marché à cause d'effets psychologiques. Et on a toujours l'impression, enfin je ne sais pas si on doit l'avoir, que quand on agit au niveau central, donc récompense, satiété, envie, pulsion, on peut avoir des effets indésirables au niveau central, dépression, risque de suicide. Est-ce que ça a été objectivé ? C'est le point de vigilance de ces traitements. Ça paraît pas dans les études. Je fais une petite digression, d'ailleurs. Même chose sur les effets cardiovasculaires, d'ailleurs. Parce que, en fait, les premières générations de molécules de lutte contre l'obésité, c'était les deux préoccupations, c'est le cardiovasculaire et effectivement la dépression du système nerveux central. Aujourd'hui, alors difficile de dire demain, mais aujourd'hui, il y a eu un papier qui est sorti dans une grande revue. Il n'y a pas apparemment de points. On continue à surveiller, mais de vigilance de la même nature que vous signalez sur le Rimonabant. Et c'est vrai que ce qui sauve, entre guillemets, l'image de ces produits, c'est qu'on a ces 15 ans d'ancienneté dans le diabète, même si ce n'est pas exactement aux mêmes doses. Mais s'il y avait eu des événements graves, comme des millions de malades ont été traités, ça aurait fait quand même des alertes. Donc ça, c'est assez tranquillisant. Cependant, on a l'impression que les autorités françaises sont quand même relativement, voire très frileuses. Pourquoi est-ce qu'actuellement ce produit n'est remboursé que dans les obésités avec un indice de masse corporelle supérieur à 35, alors que l'AMM européenne a été donnée pour les obésités avec un indice supérieur à 30 ? On en place c'est un phénomène nouveau. Et on peut se poser la question, index de masse corporelle supérieur à 35, l'enjeu, c'est que des personnes en situation d'obésité plus sévère puissent y avoir accès. La question va se poser. Pourquoi ? Évidemment, on ne peut pas mettre sous le tapis les enjeux médico-économiques. La question va se poser, donc c'est de façon plus globale. Ce serait déjà pas mal, effectivement, d'avoir un remboursement pour ces patients avec une corpulence les plus élevées et bien sûr les plus à risque. On va revenir au problème du remboursement, parce qu'il y en a même un qui n'est pas remboursé. Mais on peut se demander à qui prescrire ces molécules. Par exemple, tout diabétique un petit peu enveloppé devrait bénéficier de ces traitements-là, non ? Dans l'indication diabète, aujourd'hui, vous avez cité l'Ozempic, c'est pris en charge. Donc oui, ça mais fait sauf que ce n'est pas systématique chez les diabétologues de le prescrire, et apparemment, il y a une espèce de frein pour pas donner, essayer tous les médicaments avant de la lignée des antidiabétiques, en oubliant ce médicament-là, qui résout comme un des problèmes
souvent du diabète. Il y a quel pourcentage des gros, si j'ose dire, chez les diabétiques ? Dans les diabètes de type 2, la majorité. La majorité. Donc on se demande pourquoi il y a autant de frilosité pour aller vers ces molécules. Ça fait pourtant, dans le diabète de type 2, ça fait partie des recommandations. Ouais. Mais si on élargit à tous les sujets ayant plus de 30 d'indice de masse corporelle, la spécialité nutrition diabétologie ne va pas tenir, elle ne va pas pouvoir gérer ces millions de malades. Est-ce que ce n'est pas, à terme, un médicament du généraliste ? Alors, je vais faire la même remarque tout à l'heure. Vous allez à l'envers. On a besoin effectivement, peut-être dans la mise en place au départ, dans l'indication obésité. Je crois que pour la médecine générale, il y a peut-être des enjeux de formation dont on va parler, mais moi j'ai l'impression que sur les analogues de GLP-1, quand même, ça commence pour le diabète de type 2 à être... C'est pas une prescription très compliquée. Bien sûr, ça commence à passer, et pour le suivi, je ne vois pas la question. Je pense que la problématique de l'obésité, qui est finalement moins bien, on l'a évoqué, obésité-maladie, qui est sur ces différentes dimensions, prendre en charge un patient globalement. Au départ, l'œil, au moins dans l'évaluation du médecin nutritionniste, ça me semble important. L'enjeu, ensuite, c'est le suivi. On va voir encore qui on peut le prescrire. Juste simplement dire une chose à tous les généralistes qui peuvent le prescrire. Il ne faut pas oublier de prescrire des vitamines. Et ça, je dois vous dire que c'est une révélation quand on a préparé l'émission. Quand on prend ces traitements, il faut prendre des vitamines. Alors, on est dans cette réflexion. Encore une fois, on a appris beaucoup avec la chirurgie de l'obésité. On voit des pertes de poids chez des patients qui sont de la même nature que ce qu'on voit avec la chirurgie de l'obésité. Encore une fois, ça dépend des situations. Donc aujourd'hui, et gardez en tête également, dans les indications pour des personnes qui ont un index de masse corporelle supérieur à 35, 70 à 80% des personnes ont des carences vitaminiques. Ils ne savent pas. Oui. Et donc, on avait fait ça ces se dose études. Comment les dose, si on est généraliste et qu'on veut voir ça sur des patients? On peut doser les vitamines B. Vitamine D, bien sûr. La vitamine D et les vitamines B, c'est extrêmement fréquent, les carences en vitamine B. Donc on fait L'enjeu, ça va être aussi le remboursement, parce que tout n'est pas remboursé dans les dosages. Mais c'est 70% de nos patients. Et donc, la question se pose sur, pour moi, deux points. La substitution vitaminique dans des pertes de poids rapides. Et puis, attention au risque de cholécystite par lithiase. Ça, c'est classique. Mais donc, on revient d'ailleurs à ce problème. Attendez, pour nos généralistes, vitamine D, il faut en prescrire tous les mois et pendant 6 mois, faire une cure de multivitamines. Oui, puis répéter en fonction de l'évolution du poids. C'est à vous, mon cher Jean. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on revient sur ce problème de trop manger, mal manger, car les carences vitaminiques sont aussi liées à la malbouffe. Parce que si vous mangez peu de légumes, peu de fruits, vous êtes carencé. Et il y a quelque chose, alors qui n'est pas lié à l'obésité, mais qui est de plus en plus fréquent lié à la malbouffe, c'est la carence en vitamine C, le scorbut d'autrefois. Et donc ça aussi, ça prouve bien que société, alimentation, niveau de vie, individu, tout ça, c'est très lié. Pendant que j'y suis, ce qu'il y a d'extraordinaire, moi, ce qui me fascine dans l'histoire de ces classes-là, cette nouvelle classe, c'est l'arrivée successive, toutes les semaines, de données cliniques, non plus simplement sur le poids, même si le poids, c'est capital, mais sur tout ce qui va avec chez ces patients-là, la gonarthrose, les douleurs, les apnées du sommeil, les insuffisances cardiaques, le passage au diabète. On a l'impression que c'est magique. Oui, alors ça, c'est magique, c'est fascinant. On est dans une pathologie, on l'a dit, finalement de système, maladie d'organes et dialogue entre les organes. On voit même des relations entre obésité, maladie neurodégénérative, obésité, cancer, 13 formes de cancer. On avait l'habitude, on a appris dans les études de médecine la relation avec les cancers hormonodépendants. C'est pas que, cancer du rein associé à l'obésité aussi. Et donc effectivement, il y a ces effets. La question aujourd'hui, c'est ce qui dépend de la perte de poids et ce qui est possiblement indépendant de la perte de poids. Et là, il y a un élément important, c'est l'effet sur l'inflammation bas grade. Voilà, vous savez que le tissu graisseux, c'est pas qu'un sac qui se remplit de gras, c'est une vraie glande endocrine. Un organe. C'est un organe avec des modifications dans la fonction, dans l'inflammation, dans l'infiltration de cellules immunitaires.
Et donc, par exemple, avec le tirzépatide, il y a vraiment une discussion sur cette hormone-là, le GIP, qui pourrait avoir des actions sur la réduction de l'inflammation. Et on a des travaux de recherche très intéressants qui montrent aussi que ces molécules pourraient aussi réduire l'inflammation via des effets dans le cerveau, dans le système nerveux central. Donc sur des effets effectivement pléiotropiques, c'est assez fascinant, mais c'est la science en marche. Et comme on a récemment un papier qui montre que la réduction de l'inflammation est prédictive de la maladie cardiovasculaire, la boucle se boucle. Mais ça me fait un peu peur. Alors, oui, justement, ceux qui nous écoutent, les indications de ces nouvelles molécules. Il faut être brièvement, donc vous dites IMC supérieur à 35, diabète, qu'est-ce qu'on rajoute? Aujourd'hui, dans les indications qui ont été proposées par la NSM, c'est donc IMC supérieur à 35. Jusqu'à maintenant, on avait une limite d'âge qui n'est plus si claire. Et donc IMC supérieur à 35 avec au moins une comorbidité, et puis effectivement ensuite les obésités plus sévères avec un IMC supérieur à 40. Ça a progressé, d'ailleurs, les patients, avant les personnes avec une obésité, avec un index de masse corporelle supérieur à 40, c'était moins d'1% de la population. Ça a quasiment triplé en l'espace de 15 ans. Combien de temps on les prend, à votre avis? Alors ça, c'est une question. On a l'impression, ces médicaments, GLP un jour, GLP toujours, c'est-à-dire que dès qu'on arrête, on reprend du poids. Donc, attendez, est-ce que c'est vrai? Les essais le montrent. Ouais. Y a plusieurs essais qui montrent bien qu'à l'arrêt du traitement et à l'aveugle, entre placebo, il y a une reprise de poids de 60 à 70% de reprise à l'arrêt. Donc, toujours. Donc la question, c'est toujours... Je ne sais pas répondre aujourd'hui à cette question parce que je suis consciente aussi qu'il y a des enjeux médico-économiques. Et je suis obligée... On oublie l'argent. Mais c'est une maladie chronique. Parce que l'hypertension, on se traite toute sa vie. Enfin, à partir du moment où on en a. C'est une maladie chronique. On ne vous recommande pas d'arrêter votre traitement pour l'hypertension artérielle. Bon, donc pour le moment, en dehors des problèmes d'argent, la solution, c'est de continuer. Comme on sait qu'on veut en plus l'étudier dans d'autres pulsions, non plus alimentaires, mais tabac, alcool, médicaments opioïdes, drogue... ça marche? Waouh! Alors là, il y a des essais, ça revient à votre question tout à l'heure sur les effets centraux, notamment sur le système de récompense. Système de récompense, on pense tout de suite dopamine. En fait, il y a des récepteurs au GLP-1 dans cette zone du système de récompense. Et donc, vous touchez du doigt les enjeux de l'addiction. Il y a des essais, on est encore à un stade un peu précoce. Faut voir ce que... Les premiers résultats sont beaucoup moins spectaculaires que dans l'obésité. Est-ce qu'on a le droit d'écouter le patient lambda que je suis? Bien sûr. Bon, écoutez, depuis que j'ai pris ce traitement-là, je ne peux plus boire d'alcool. Et c'est sans le vouloir. Donc il y a quand même un effet sur l'alcool. Du moins chez moi. Système de récompense. De récompense. Et donc, chez des personnes en situation d'obésité, vous avez une altération du système de récompense. Ça a bien été montré depuis très longtemps, d'ailleurs, dans les modèles animaux. Je crois que vous vouliez poser une question sur la mise au chômage des chirurgiens, non? Non, mais c'est très complexe. Mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une situation simplissime où GLP-1 ou apparenté pour tout le monde par un généraliste, il n'y a plus de Karine Clément, il n'y a plus de chirurgie bariatrique, il n'y a plus de psychologie. Il y a toujours Karine Clément pour étudier... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais c'est le geste de chirurgie aujourd'hui, bariatrique. Un généraliste, quand il découvre Helicobacter pylori, il donne 15 jours d'antibiotiques et c'est pas la peine de faire une fibroscopie. Donc ça change quand même les rapports entre les spécialités. Question sur la chirurgie bariatrique, j'ai toujours trouvé que moi, peut-être ça avait des résultats, mais c'était quand même terrible comme décision. Donc aujourd'hui, on en fait moins? Ça a été un outil très utile. Mais quand on n'avait rien d'autre, et pour les très grosses obésités. Pour des patients en situation de grande obésité, au départ, on va sûrement en faire moins. On en fait déjà un peu moins. Il faut quand même se rappeler que la chirurgie bariatrique, c'était pendant 10 ans 60 000 personnes par an en France. On en a fait trop? Peut-être pas trop. Il y avait un besoin. Il faut suivre les recommandations. Les personnes se sont mises à suivre les recommandations. Ça a rendu service à plein de personnes.
Oui, mais ça ne jouait pas sur les centres de satiété. C'était quand même une espèce de cauchemar d'avoir faim et de ne pas pouvoir assouvir. Non, je ne verrais pas ça comme ça. Ça a rendu service à beaucoup de personnes. La question est un peu similaire à ce qu'on a discuté pour les traitements, c'est l'évolution dans le temps. On a parlé de l'amélioration. Quand même, dans les obésités très sévères avec diabète de type 2, c'était assez impressionnant de voir des effets rapides entre guillemets, résolution du diabète de type 2. Mais maintenant, avec le recul, on a l'impression qu'on a décalé dans le temps. Le diabète peut réapparaître dans le temps. L'hypertension artérielle, on voit bien que ce sont des maladies qui vont évoluer aussi pour leur propre compte. Donc je ne pense pas que la bariatrique va disparaître. Je pense qu'on va changer nos pratiques. Et on aura toujours besoin de chirurgiens bariatriques. Bon, vous les avez rassurés, c'est bien. Dites-moi, vous nous avez rassurés aussi donc, sur les problèmes de dépression, de suicide, qui était quand même quelque chose auquel on pensait, mais il y a bien des effets secondaires. Il n'y a aucun médicament sans effets secondaires. Quels sont les effets secondaires? Les effets secondaires sont bien connus. Ils étaient déjà connus dans la prise en charge de diabète de type 2. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de signal supplémentaire dans l'indication obésité, mais à suivre, parce qu'on est dans des troubles digestifs, nausées, diarrhée, constipation, c'est quand même les choses les plus fréquentes. Et puis, on peut avoir, je pense à un patient qui avait des éructations nocturnes très très gênantes qui le réveillaient, par exemple. Ouais. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître, prévenir les patients, et puis ça peut s'amender avec le temps. Ah oui, est-ce que voilà. ça s'amende comme avec les médicaments? Et encore une fois... malades qui arrêtent dans les premiers mois parce qu'ils ne le supportent pas. Ça peut être assez important dans les essais. On a vu dans les premiers essais de l'ordre d'un tiers, parfois. Un tiers. Ouais. Bien évidemment, il faut traiter les autres addictions. Quand on a... Il faut une prise en charge globale. Tabac, alcool, opioïdes, bien ces sûr. choses-là. Ouais. Alors, l'évolution du rôle du médecin généraliste et surtout, comment tout va se coordonner. Ça change quand même l'approche de l'obésité, tout ce que vous nous avez raconté. Comment va faire le médecin généraliste? D'abord, il se forme comment? Je voudrais dire juste une chose qui est en lien avec votre question, c'est que ce qui est assez formidable d'avoir enfin des outils pharmacologiques efficaces, c'est qu'on va revenir à la pathophysiologie. Et c'est ce qu'on a appris quand on apprenait l'hypertension artérielle. On avait des traitements, il fallait voir sur quoi agir. Et donc, ils se forment comment? Tout d'abord, il y a le parcours, la formation initiale. Ça a été probablement insuffisant. Et donc, il faut former aussi des jeunes médecins spécialistes. Ça fait partie, dans le rapport obésité fait par nos collègues, des recommandations. Eux, ils vont se former parce que tout le monde en parle, mais je parle de ceux qui sont un petit peu plus vieux. Oui, donc en fait, il faut faire de la formation continue. Et ce qui était proposé, là, justement, dans les recommandations de ce fameux rapport obésité donné au ministère en 2023, c'est des modules, en fait, de formation pour l'obésité, accessible aux médecins généralistes. Vous sentez des résistances dans le landerneau médical ou au contraire une appétence pour ces progrès? Oui, alors, résistance, au départ, l'obésité, comme pathologie, comme c'est pas considéré comme une pathologie, avec chacun projette sa vision sur les personnes en fait en situation d'obésité. Mais non, je pense qu'il y a besoin de... Maintenant qu'il y a des... C'est aussi l'intérêt d'avoir des nouvelles molécules. On a besoin d'apprendre comment ça fonctionne et ça va rendre service au domaine. Ce que veut dire Jean-François, je vais le dire un peu plus brutalement, c'est pour en discuter avec des confrères médecins, c'est toujours des débats chauds. Il y a toujours, il n'y a pas une ligne de conduite droite. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour dans le domaine médical. Il y en a de moins en moins qui sont contre. Ça commence à se calmer. Mais vous avez bien des débats, vous animez des réunions avec des généralistes. Comment ça se passe? En fait, je crois qu'il y a une confusion sur la prise en charge des patients et la prévention. Il y a une partie, ce que j'ai perçu dans les discussions, c'est qu'une partie de la confusion, de la réticence, vient aussi de ça. Il faut bien 8 millions de personnes en France en situation d'obésité. Il faut prendre en charge les patients. Et puis ensuite, il y a les enjeux de prévention. Et je pense que, ma perception, c'est qu'une partie de la confusion vient aussi
il y a des enjeux de prévention et avec la vision qu'on peut avoir sur nos changements sociétaux, on l'a dit, l'accès à l'alimentation, l'activité physique, etc., et la prise en charge des malades. Mais on a besoin de rendre service aux malades. Dire, à quoi ça sert que je m'embête à faire un régime, que j'arrête de manger des chips et des cacahuètes parce que j'aime bien ça, puisque de toute façon, j'aurai un médicament après? Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça ne devrait pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, non. Je pense. Ouais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas. Il y a des données maintenant, d'ailleurs c'est intéressant, hein, aux États-Unis, il y a des données sur des craintes sur la junk food et la baisse des consommations, etc. Oui, dans l'aspect économique. C'est des choses assez intéressantes. On commence à en parler. Il y a des chaînes de junk food qui n'ont pas tellement envie que ces médicaments arrivent. Mais si on reprend tout ce qu'on vient de dire, on va parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, et on va aller sur quand même un des problèmes qui est les enjeux médico-économiques. Alors avant de parler du médicament lui-même, l'obésité, ça coûte cher? L'obésité, ça coûte cher. À la fois, il y a des coûts directs et indirects. Oui, mais c'est cela. Et on estime que c'est à peu près 20 milliards par an. En France? En France. L'obésité, tout compris, coûterait 20 milliards par an en France. Si on prend tout compris, on dit 10 milliards pour la prise en charge de la pathologie, 20 milliards sur l'ensemble avec les problématiques aussi liées aux arrêts de travail ou des on intègre les appareils pour les apnées du sommeil, la chirurgie de l'arthrose de genou et les conséquences indirectes sur la difficulté de mobilité, de faire ce que les autres font. Mais alors finalement, quel serait le prix raisonnable d'un médicament tel que ce dont nous parlons aujourd'hui pour traiter l'obésité? Ce que vous voulez dire, c'est la balance. La balance entre combien coûte de mettre de faire ces traitements, ce que va rembourser parce que tout n'est pas remboursé, on va le voir, par rapport à ce que coûte l'obésité. Est-ce qu'on a calculé si c'est une économie ou... En sachant qu'en France, les prix de remboursement des médicaments n'intègrent pas les coûts indirects induits par le traitement. Oui. Problème alors déjà, j'adorerais pouvoir fixer le prix du médicament, mais je suis médecin-chercheur, je ne suis pas régulateur, je ne suis pas économiste de la santé. Vous savez combien il y a des gens qui vont le prendre, combien coûte le médicament, et vous avez calculé combien coûtait en indirect. Donc, même moi, je pense que je serais capable de le faire. Mais on a besoin d'une évaluation, on a besoin des économistes de la santé et d'une évaluation long terme. C'est ce qui avait été fait dans la chirurgie de l'obésité. On voyait qu'au départ, la première année, ça coûte cher, hein, parce que les gens sont hospitalisés, il y a des recommandations sur le suivi régulier, et puis on commence à avoir un gain de coût dans le suivi plus long terme, notamment sur les complications. Ouais. Et donc, ces calculs-là, il faut une vision long terme sur le gain, sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires telles qu'on l'a évoqué, le diabète de type 2, peut-être la réduction du risque de certains cancers. Et on a besoin de l'aide des économistes de la santé pour ça. N'importe quel polytechnicien en queue de classement doit être capable de faire ce calcul-là. Je suis surpris que personne n'ait le courage de le donner, de dire voilà, bon... Il faut une vision long terme, oui. Mais on va la voir. On fait des projections, on est très fort pour faire des projections long terme dans ce pays, financièrement. C'est une vraie question de modèle, en fait. Ce que vous posez comme question, c'est quel est le modèle ? On est peut-être obligé de faire une petite parenthèse sur l'histoire médico-économique du remboursement de ces médicaments-là. Donc il faut rappeler que l'AMM européenne dit au-dessus de 30 d'index de masse corporelle, ce médicament est autorisé, approuvé par l'agence européenne. En France, on a d'abord donné un accès précoce pour les obésités au-dessus de 40, et maintenant on a accepté le remboursement pour les obésités au-dessus de 35. Donc ces médicaments sont remboursés. C'est-à-dire que vous pouvez demander le remboursement. Sauf qu'après la décision du remboursement, au-dessus de 35, il faut fixer un prix. Et aujourd'hui, le comité économique et la firme n'a pas réussi à trouver un accord. Donc on est dans une situation tout à fait paradoxale, où la firme a dit, puisqu'il n'y a pas d'accord et que ce médicament est approuvé, il est disponible en pharmacie, sur ordonnance, pour les malades qui sont au-dessus de 30, en fait en dessus de 35, mais ils se le payent. Ouais. Et le prix qui a été fixé par la firme est aux alentours de 9 € par jour. En fait, je voudrais vous faire part de ma préoccupation en lien avec ce que vous dites dans les cas extrêmes. On a parlé des obésités génétiques graves de l'enfant. Ouais. C'est peu de patients, hein. Probablement moins de 2% des obésités les plus graves de l'enfance. Prader-Willi, alors,
Bardet-Biedl, Prader-Willi, ou des patients qui ont des variants sur la voie leptine-mélanocortine. Donc c'est des enfants qui ont des obésités très graves avec des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on a une molécule qui s'appelle le 7-mélanotide, qui a montré des efficacités sur l'hyperphagie, l'impulsivité alimentaire. Ça change la vie des patients et de leur famille. Il n'y a pas d'accord aujourd'hui sur le prix. Et donc, alors, je prends en charge ces patients qui ont ces maladies rares, je suis inquiète. Parce que je me dis... Donc, ils ont un accès précoce aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord sur le prix. Et mon analyse, c'est qu'on a également une vision de se dire, au fond, il y a peut-être d'autres méthodes, ils n'ont qu'à manger un peu moins, bouger un peu plus. C'est très gênant. Et c'est intéressant comme modèle. Parce que c'est peu de patients et des cas extrêmes. Or, même dans ces cas-là, on n'est pas dans les obésités plus communes. Même dans ces cas-là, c'est compliqué. Mais peu de patients, généralement, la sécurité sociale est plutôt bonne pour rembourser ces médicaments-là. C'est pas si simple. En Italie, les patients qui ont ces maladies-là ont accès aux médicaments avec une filière de soins, un remboursement. On ne l'a pas en France aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces médicaments, soyons précis, l'Ozempic est remboursé. Et c'est le Mounjaro qui n'est pas remboursé. Mais l'Ozempic, c'est pour le diabète. Oui, pour le diabète. Le Wegovy. Le Wegovy dans l'obésité. D'ailleurs, dans l'obésité. Lui, il est remboursé. Ils sont tous remboursés en théorie. Non, le Mounjaro n'est pas remboursé. Non, mais parce qu'il n'est pas encore déposé sur le dossier, mais il va l'être. Aujourd'hui, ni le Wegovy, ni le Mounjaro, dans l'indication obésité, aujourd'hui, ne sont remboursés. Oui. On pense que pour le Wegovy, ça va évoluer dans les semaines, mois qui viennent. Ils sont remboursables. Parce que c'est quand même 9 € par jour, c'est pas... Il faut le donner par mois. C'est autour de 300 € par mois. Voilà, mais oui, non, mais parce qu'on dit, tiens, 9 € par jour. Non, c'est 300, plus de 9 fois 327, 270 €. C'est 300 € pour le malade. Ouais. Ce qui, pour une vraie maladie, pour moi, à mon avis, est inacceptable. Si c'est une vraie maladie, elle doit être prise en charge par la solidarité nationale. Et on pourrait dire, les gens s'en moquent, non. J'ai posé la question à 2 pharmaciens qui m'ont dit qu'ils en vendaient très très peu. Parce que les gens, c'était beaucoup trop cher. 300 € par mois. Vous avez cette notion-là de difficulté. De difficulté, et presque personnellement, quand j'ai des patients où je sais qu'il y a une indication, moi, je suis un peu gênée de dire aux personnes, aujourd'hui, c'est pas remboursé, ça c'est 300 € par mois. Oui, alors que c'est un investissement rentable à long terme. Plus ennuyeux également, c'est que, rappelons-nous qu'il y a 9000 personnes en France qui ont bénéficié d'un accès précoce au Wegovy jusqu'à fin janvier 2025. Espérons qu'il va y avoir c'est quand même délicat de dire à un patient... au bout de 18 mois à 2 ans, écoutez, à partir de janvier, c'est terminé. Vous payez si vous ne voulez pas grossir. Probablement d'ailleurs que ces médicaments qui sont issus des médicaments du diabète, Ozempic, Wegovy, et qui ont un prix dans le diabète, en plus qui est un prix qui est non lié à la dose, qui est autour de 4 €, moi, par logique financière, j'aurais envie de dire, c'est peut-être pour ça le prix légitime de ces médicaments, le même prix que dans le diabète. Je suis médecin, je vous regarde, vous, un professionnel de santé, comment je me renseigne, comment je me forme? Comment vous vous formez? Il y a de la formation continue, 3e cycle. Alors, je peux faire de la publicité. Mais bien sûr. On a un diplôme d'université, d'obésité, et à Paris, mais pas que nous. En fait, au niveau national, au niveau national, il y a des diplômes d'université ou des diplômes interuniversitaires de formation à l'obésité, aux obésités, au pluriel. Et donc, c'est un bon moyen de s'informer. En plus de ce qui est proposé également sur Internet. Ça serait bien de faire un cours de formation médicale continue. Vous venez de me donner l'idée. Comment on peut s'assurer que l'innovation thérapeutique ne va pas reléguer, c'est votre souci, la prévention et l'éducation à un rôle secondaire? On l'a un peu abordé. Oui, mais justement, on arrive aux conclusions là. Prise en charge médicale, et on a des enjeux de prévention. On a eu enfin, ça existe encore, bien sûr, le PNNS, dont on sait qu'il y a eu des messages globaux. Il faut quand même rappeler que les Français, on est entre guillemets les bons élèves de l'Europe pour la prévalence de l'obésité. On l'est encore, même s'il y a une progression. Et finalement, on est un peu leader. On a eu une réunion récemment avec des collègues européens. On est un peu leader dans le domaine. Et donc, il faut arriver à combiner les deux avec les enjeux effectivement de prévention. Quand on touche
l'enjeu de la prévention, on touche nos modèles de société. Cette innovation, elle creuse davantage les inégalités de santé. J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas toujours évident quand on en parle, mais là c'est clair. C'est clair que ça creuse. Est-ce que c'est une question de moyens ou de volonté politique pour vous, Jean-François ? Aujourd'hui, je crois que c'est une question de peur politique. Quand on voit 8 millions de personnes, des prix comme ceux qui sont légitimes, la Sécu tremble. Je pense que derrière ça, parce que c'est une vraie révolution thérapeutique, c'est incroyable. C'est rare qu'on ait des émissions où on puisse arriver en disant voilà, il y a un tournant majeur dans la prise en charge de 8 millions de personnes. C'est une chance qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Il va falloir un jour que l'État, la sécurité sociale remettent à plat les prix des médicaments. Là, on est en train de sauver plein de choses pour des gens qui vont vivre 10, 20 ans avec leur maladie. Peut-être qu'il faut reconsidérer les prix et par rapport, par exemple, au prix des médicaments du cancer. Il va falloir que les petits hommes gris avec leur calculatrice se mettent vite au boulot, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a une pression populaire, on peut l'imaginer? Parce qu'il y a eu des changements qui ont été faits parce qu'il y a une pression populaire. Les gens ne vont pas aller encore dans la rue, mais compte tenu de la stigmatisation des gros, il pourrait y avoir une pression des... Les associations de patients sont très actifs. Hein. Oui. Au niveau européen et en France également. Et dans le rapport La Ville sur l'obésité, il y a eu cette recommandation qui a été de dire on a besoin d'un plan national obésité comme il y a eu un plan cancer. Et d'ailleurs, je recoupe avec une de vos questions précédentes, c'est le rôle du médecin généraliste dans ces plans cancer et dans le plan d'obésité sur la coordination des soins. On ne l'a pas trop abordé. Le plan obésité, c'était quelque chose de précis qui a donné des avancées formidables. Hein. Mais ça n'abordait pas ça. Ça n'abordait pas, c'était trop tôt. C'était un peu tôt. 2010, le premier plan obésité. Ah oui, 2010. Et on n'avait pas encore les médicaments. Il y a eu un autre plan obésité jusqu'en 2019. Et donc, on a besoin d'un vrai plan national et probablement d'une action aussi interministère. En fait, on touche à tellement de domaines quand on commence à parler d'obésité. Le soin, la santé, la recherche, la prévention, les enjeux de nos modes de vie, globalement. Donc il y a une vision nationale à avoir et en France, on est pas mal situé. On pourrait être leader en Europe, à la fois sur la prévention et le traitement. Eh bien, écoutez, vous savez qu'on a déjà dépassé. Alors maintenant, vous allez conclure. On va commencer par Jean-François. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie révolution. C'est une grande chance pour les malades. Il faut simplement qu'on égalise tout ça au niveau social et prise en charge. Et bien évidemment, le dernier mot, ce sera le vôtre. C'est assez formidable pour un médecin qui s'intéresse à l'obésité depuis pas mal d'années, de voir qu'on a des outils pharmacologiques et que justement tout le reste qu'on a dit sur la prise en charge globale doit être mis en action, d'autant plus qu'on a des outils pharmacologiques. Donc le message pour les collègues qui nous regardent, c'est formez-vous à la pathophysiologie et au traitement de l'obésité. Et vous ne précipitez pas tous vers le service de Karine Clément, parce que je suppose que vous êtes déjà très, très occupé. Oui, pas mal. Voilà. Merci. Je vais vous dire, c'était une émission passionnante. J'ai pris beaucoup de plaisir. En dehors de mon cas personnel, je pense qu'on a appris énormément de choses. Cette émission est terminée. C'est la dernière de l'année 2024, une année riche en événements politiques dans la santé et ailleurs. Nous serons donc, nous, fidèles à ce rendez-vous. Nous sommes la seule émission politique du genre pour les professionnels et leurs patients. C'est une émission politique pour la santé. J'aime bien le répéter parce que c'est un gros effort et Jean-François, vous participez beaucoup et merci d'être venu. On se retrouve donc l'année prochaine. En attendant, tous mes vœux, passez de bonnes fêtes, bon réveillon en mettant en œuvre tous les enseignements pratiques de cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt.